Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre podcast L'Outlap. On va revenir aujourd'hui notamment sur ce qui s'est passé lors du Grand Prix des États-Unis de Formule 1 à Austin. Et écoutez, la polémique a mis du temps à venir, mais elle est venue en fin d'épreuve, donc on va en revenir dessus bien évidemment avec à mes côtés aujourd'hui Dorian Grangier. Comment ça va, Dorian ? Ça va très bien, Michael, un beau Grand Prix finalement, même s'il a été un petit peu entaché par cette polémique. Et oui, mais c'est bien aussi, hein. Voilà, ça permet d'avoir des passions qui s'expriment. Ça rend la saison plus vivante, oui, mais, voilà. Mais si on peut s'en passer, c'est tout aussi bien. C'est clairement bien aussi. Et à ma droite, écoutez, je pense qu'il ne s'est toujours pas remis de la course de Franco Colapinto, qui marque un nouveau point. Comment ça va, Gonzalo Forbes ? Très bien. Je vous entends parler de polémique, mais pour moi, la polémique est du côté de Colapinto, justement. Quelle honte de la part d'Esteban Ocon de s'être arrêté 3 tours avant la fin pour lui piquer ce point de meilleur tour. Donc vivement 2025, on s'en débarrasse. Mon Dieu, du point du meilleur tour, hein, rassurez-vous, hein, Esteban Ocon continuera bien sa carrière chez Haas. Oui, bien sûr. Moi, je suis à ça de lancer vraiment une pétition pour que Franco Colapinto pilote l'an prochain chez Kick-Sauber, parce que ça a manqué, Gonzalo, ça va vraiment manquer pendant toute une année de pas avoir cette... C'est pas moi qui le dis, hein. Cette passion. Non mais voilà, écoutez, c'est important, moi, il nous faut de la passion, c'est ce qu'on aime, la Formule 1, donc on est là pour ça. On va parler de la FIA aujourd'hui, vous l'aurez compris, et de toutes ces prises de décision. Est-ce que vraiment tout cela est bien logique ? On reviendra sur Verstappen et Norris, mais aussi sur les autres petits incidents qui ont un petit peu émaillé ce Grand Prix, les pénalités qu'il y a pu avoir ça et là. On répondra à vos questions qui sont assez nombreuses. Merci de les avoir posées sur l'Instagram d'Auto Hebdo. Et puis écoutez, comme d'habitude, on les fera jouer. Bon, vous savez qu'on aime bien faire des dates historiques, donc il y aura de quoi s'amuser. Et un salut amical évidemment à notre ami Jérémy Satis, qui s'est couché il y a 3 heures à peu près, hein, au moment où on enregistre ce podcast, puisqu'il fallait évidemment envoyer les nombreuses pages que vous pourrez lire dans Auto Hebdo dès ce lundi soir à 20h sur la version numérique et mercredi dans les kiosques. Et donc le sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui dans ce nouveau numéro de l'Outlap, c'est cette passe d'armes, dirons-nous, entre Max Verstappen et Lando Norris, les deux prétendants au titre, même si à un moment donné on va commencer à vous dire qu'il ne reste plus qu'un prétendant au titre vu comment la saison se passe pour le moment. Mais donc voilà, c'était au 52e tour de piste, Lando Norris qui passe Max Verstappen par l'extérieur du virage d'abord, puis par l'extérieur de la piste par la suite. Les deux pilotes qui se sont retrouvés hors piste, Lando Norris qui a réussi donc à dépasser son rival, mais qui a ensuite obtenu une pénalité de 5 secondes de la part de la FIA, et ça l'a tout simplement renvoyé derrière Max Verstappen. Donc bilan comptable sur les deux courses de ce week-end, le sprint et le Grand Prix, et bien Lando Norris perd encore des points sur Max Verstappen, lui qui devait en reprendre, je crois, entre 8 et 10 par course quasiment pour aller chercher le titre. Là, forcément, sa mission devient un petit peu plus compliquée, et il s'est exprimé après la course, hein, déplorant, et comme son équipe McLaren, le manque de logique de la FIA et le manque, on va dire, de stabilité dans les décisions. Dorian, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que, pour toi, cette pénalité de 5 secondes est logique ? Est-ce qu'elle rentre dans ce que fait habituellement la FIA ? Est-ce qu'il y a un manque de constance ? Qu'est-ce que tu vois là-dessus ? Bah pour moi, c'est un peu dur, pour être honnête, Michael, parce que à la lecture de la course en entier, on a vu qu'il y avait des pilotes comme Tsunoda et Russell qui avaient pris une pénalité de 5 secondes pour avoir poussé un pilote en dehors de la piste au même endroit, au virage 12. Et on peut pas dire que Verstappen, il fait pas la même chose finalement, parce qu'il fait exactement la même chose. Et Norris, il se retrouve un petit peu obligé. Il était frustré pendant un long moment derrière Verstappen. Au bout d'un moment, quand t'es pilote, forcément t'as cette frustration qui remonte et tu vois qu'il te pousse en dehors de la piste, donc forcément tu passes. Et d'ailleurs, Norris a un petit peu hésité avant de rendre la place ou pas, voilà, de rendre la place, et après il est parti devant. Moi, je trouve ça un peu dur pour Norris, parce que qu'est-ce qu'il peut faire sur ce dépassement-là ? Est-ce qu'il doit rester derrière en se disant il m'a poussé en dehors de la piste, mais je vais m'auto-censurer, je vais m'auto-contraindre de rester derrière lui, alors que clairement Verstappen est un petit peu fautif. C'est compliqué, c'est là où on se dit quand même que le poste de commissaire c'est difficile aussi. Leur justification, c'est que Verstappen était à la corde, devant à la corde à ce virage-là, et que donc il était prioritaire, que c'était son virage et qu'il avait le droit, c'est pas noté comme ça, mais qu'il avait le droit de comment dire, élargir sa trajectoire comme il le voulait. Sauf que là, c'est plus qu'élargir, il était en dehors de la piste. Donc c'est très tendancieux comme sanction. Et le problème, c'est surtout, ce sont les deux protagonistes au championnat, donc ça pourrait avoir une incidence sur le championnat.
c'est dommage d'avoir un manque de régularité comme ça dans les décisions, parce qu'on va pas aller jusqu'à dire que c'est à la tête du client, mais ça pose quand même beaucoup de questions. Moi, je tique un petit peu sur cette justification, effectivement, de Verstappen était devant au point de corde. Je trouve que c'est très mal écrit dans les règlements. C'est vrai que dans ce cas-là, tu freines le plus tard possible, quitte à limite partir tout droit. Si t'es devant à la corde et que t'es prioritaire, t'es pas fautif. Donc il y a eu beaucoup de cas comme ça. Je pense notamment à l'Autriche avec le virage 3, où c'est souvent comme ça, où le mec qui est devant à la corde, il élargit aussi au maximum. D'ailleurs, ça va souvent en contact. On l'a vu avec Verstappen Norris cette année, avec Hamilton Rosberg à l'époque Mercedes. Je trouve que c'est un peu débile, parce que du coup ça permet au pilote qui est à l'intérieur et qui se fait dépasser, en fait, de limite freiner plus tard, faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça, oui. Donc ouvrir la porte à tout. Voilà, c'est ça. Donc dans ce cas-là, tous les pilotes vont se dire si je freine le plus tard, quitte à sortir de la piste, en fait je suis dans mon droit, parce que je suis à l'intérieur, je suis devant à la corde. Ouais, c'est ça. C'est un peu stupide, et c'est en ça que je trouve que la pénalité de Norris est un petit peu controversée, pour rester poli. Voilà. C'est ça, et même en soi, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un manque de logique de la part des commissaires, surtout que chez les commissaires, on a des anciens pilotes, il y a le steward, enfin on est censé avoir quand même des gens assez compétents qui connaissent le milieu, ou qui sont passés par le milieu d'une manière ou d'une autre, même s'ils n'ont pas eu le succès des grands champions ou quoi que ce soit. Mais comme le dit Norris, Verstappen qui soit devant la corde, très bien, il n'y a pas de souci, s'ils estiment que lui était devant la corde. Mais Verstappen est quand même aussi sorti. C'est surtout ça. Ouais. Norris, il le dit lui-même. Je suis pénalisé, ok, très bien. Mais oublions pas que Verstappen est aussi sorti au large. Donc, s'il était resté sur la piste dans les limites, très bien. Il y aurait pas, la pénalité aurait été limite logique pour, oui, à la rigueur, oui, pour Norris. Mais Verstappen, certes, en plus de le forcer à l'extérieur et d'élargir sa trajectoire, lui aussi va à l'extérieur de la piste. Donc, ce qui prouve qu'il n'a pas réussi à ralentir sa voiture. Exactement. Pour le virage. C'est-à-dire qu'il arrive avec beaucoup plus de vitesse. Après, il s'est justifié dans l'interview avant de monter sur le podium qu'il avait des problèmes avec le freinage, que c'était pas aussi bien que la veille en course au sprint. Mais évidemment, c'est que de la politique. Et après, Verstappen, il va dire chez Canal, oui, à un moment donné, on fait de la course, c'est pas le kindergarten, c'est pas la crèche. Il y a crèche et crèche quand même, parce que d'un côté on le pénalise on pénalise Norris sur cette situation-là, qui a pris un avantage par l'extérieur de la piste, mais pour avoir été poussé à l'extérieur. Et d'un côté, dans le premier virage du départ, on ne note même pas l'incident entre Norris et Verstappen. Je dis pas qu'il y ait forcément une sanction, parce que ça reste un départ, il y a l'animosité, il y a le peloton qui arrive derrière. En plus, on sait à quel point le premier virage d'Austin est compliqué, dans le sens où on peut prendre tellement de trajectoires différentes pour plonger à l'intérieur, élargir, et pour avoir plus de réaccélération à la sortie. Alors qu'au départ, clairement, Verstappen, il joue des coudes, on va dire. Voilà. Allègrement, dans la limite, on va dire, du respect. Mais oui, c'est d'un côté, comme dit Dorian, on pénalise les Russell, Gasly, Tsunoda pour des faits quasiment similaires à chaque fois. Si je dis pas de bêtises, Gasly c'est un peu plus loin, c'est au 15. Mais pourquoi Verstappen échappe à chaque fois et pas les autres, quoi. Donc c'est assez bizarre. C'est là où je vais peut-être dire quelque chose qui va un peu choquer, mais c'est là où Verstappen est très fort. C'est qu'il arrive toujours à jouer à la limite. Mais vraiment, ça fait depuis des années. On se souvient les duels avec Hamilton en 2021, c'était pareil. Il arrive toujours à jouer avec cette limite, qui fait que extérieurement, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est sanctionnable, mais dans le règlement, c'est tellement une zone grise et tellement sujet à interprétation, et il en profite. Et c'est là où il est très très fort. Et c'est en partie pourquoi aujourd'hui aussi il est triple champion du monde, et qu'aujourd'hui il est en route pour un 4e titre. Il y a forcément l'intelligence du pilotage, mais aussi l'intelligence situationnelle, on va dire. Donc là-dessus, on peut pas vraiment lui reprocher quoi que ce soit. C'est fourbe, certains diraient que c'est dégueulasse, mais c'est le sport auto. Disons qu'il joue avec des règles qui, comme je le disais tout à l'heure, sont assez mal écrites, parce que à chaque fois que Verstappen fait une attaque, il fait en sorte d'être devant au point de corde. Après, est-ce qu'il arrive à y rester, machin, mais rappelez-vous du départ ici, il est complètement derrière Norris avant de faire un freinage au bout du bout pour le premier virage, comme ça il se met devant au point de corde, et donc il peut un petit peu pousser Norris. Abu Dhabi 2021, le départ,
Vous remarquez que c'est souvent dans les premiers tours aussi où on a l'impression que Max Verstappen se dit que le titre se joue là à chaque fois, mais l'arrivée à la chicane sur Hamilton, il plonge dans ses où, il est devant au point de corde, il gare sa voiture juste sur la ligne extérieure, il oblige Hamilton à sortir, mais c'est lui qui vient demander des pénalités, ainsi de suite. Brésil 2021, il fait le même coup qu'à Norris ici, où les deux sortent extrêmement large avec Hamilton. Là, personne n'avait été pénalisé. Hamilton n'était pas ressorti devant, donc il n'aurait pas pu le pénaliser pour avoir gagné un avantage. Mais oui, c'est cette manière de faire, je trouve, où on a beaucoup d'exemples aujourd'hui d'un Max Verstappen qui force littéralement les autres pilotes en dehors de la piste, qui n'est quasiment jamais pénalisé. Oui, et en fait, il faudrait, pour un peu régler la situation, que les pilotes et que la FIA imaginent que la limite de piste, c'est un mur. J'ai le souvenir de Vettel au Canada en 2019 qui perd la victoire parce que justement il y a un mur et parce qu'il pousse un petit peu Hamilton. S'il n'y avait pas eu de mur au Canada, Vettel, je pense qu'il jamais de la vie il prend une pénalité. Il garde pas la tête du Grand Prix non plus, certainement. Hamilton non, ouais, c'est ça. Et là, il prend la pénalité parce qu'il y a un mur, parce que c'était dangereux. Il aurait pu percuter Hamilton et Hamilton le mur. Là, s'il y avait un mur à cet endroit-là, les deux pilotes allaient dans le mur. Ouais. C'est triste à dire, mais et s'il y avait eu un mur, Verstappen aurait pris une pénalité pour accident et Norris aurait rien eu. Et le problème surtout aussi de problème de circuit des Amériques, qui est un circuit qui est fantastique. On a eu encore une course exceptionnelle, très animée et tout. Mais le problème de circuit, c'est que c'est pas adapté pour les limites de piste. Sur Canal+, Febro faisait la comparaison avec l'IndyCar avec Romain Grosjean où eux les limites de piste ça n'existe pas, mais c'est indicatif encore une fois, mais c'est limite pas plus cohérent, mais c'est plus logique par rapport à la nature de la piste en fait. Ça. C'est que la F1 par définition c'est d'aller le plus vite possible et c'est de jouer avec la limite, sauf que t'as des virages à Austin qui sont propices au dépassement des limites de piste, quasiment tous les virages. Mais surtout dans le contexte dans lequel ils étaient, dans une bataille roue contre roue. À un moment donné aussi, il faut pour moi, et ce qu'on prône depuis des années en F1, c'est le let them race, qu'il n'y ait pas de pénalité. En soi, qu'on trouve pas ça logique qu'il n'y ait pas de pénalité pour Verstappen, très bien. Mais dans ce cas-là, ne pas non plus la donner à Norris, parce que pour le coup, c'est pas Norris qui se dit « Ah bah tiens, je vais élargir ma trajectoire, aller pas à l'extérieur, le contourner ». Non, c'est on m'a emmené, on m'a forcé. Il réagit, et justement, si Norris il décide d'être un peu bête et il se dit bah écoute, tu me pousses, moi je vais pas aller ouvrir mon volant, bah justement il va tourner à gauche et qu'est-ce qui va se passer, ils vont se rentrer dedans. Donc à un moment donné, il faut prioriser, mettre de la priorité sur le fait que c'est deux mecs à 300 à l'heure qui se bataillent pour le moindre point, le moindre dixième pour un titre, même s'il y a un écart qui fait que. Mais à un moment donné, il faut se dire, laissons-les se battre tranquillement, tant que c'est pas non plus démentiel ce qu'ils font. Là, pour moi, c'était assez propre dans l'ensemble de la bagarre qu'il y avait. Donc, à partir de ce moment-là, laissons-les se battre. S'ils vont au crash, il y aura au crash. S'ils se cassent un aileron ou quoi. Mais là, pour le coup, si on donne pas de pénalité à Verstappen, on donne pas Norris. Mais si on donne une à Norris, il faut la donner aussi à Verstappen. Et là, j'ai l'impression que vraiment on tombe sur le deux poids deux mesures, comme tu disais, avec Verstappen qui arrive justement, et comme dit Dorian, il arrive justement toujours à jouer avec cette limite. Il aura le petit coup à la caméra de volant qui va faire finalement en fait il était en train de tourner à gauche. C'est ça. Et il est trop malin là-dessus. Et il a aussi cet avantage toujours d'être celui qui est en tête du championnat quasiment dans chaque bataille dans laquelle il se retrouve impliqué. Et forcément, comme tu le dis, Norris aurait pu lui tourner dessus. Qui aurait perdu des points au championnat? Norris, de toute façon. Donc Verstappen a cette facilité-là aussi dans ce cas-là. Après, c'est aux autres équipes, évidemment, de faire du meilleur travail que Red Bull en début de saison s'ils veulent se retrouver dans cette position préférentielle. Mais ouais, comment est-ce qu'on... à votre avis, vous, est-ce qu'il faudrait... et ça revient aussi un peu avec ce que disait Nick De Vries quand on l'avait interviewé à Austin, où il avait fait une course en Super Formula. Il avait expliqué que personne n'avait été convoqué par les commissaires. Et il avait posé cette question philosophique qui... je trouve est assez bonne ici dans ce cas-là. Est-ce que c'est le fait qu'au Japon, ils respectent tellement beaucoup plus les règles que nous et qui sont vraiment formidables, ou est-ce qu'on met, nous, en sport automobile européen, va-t-on dire, trop de règles, Est-ce qu'il serait temps avec ce Let them race, est-ce qu'il serait temps d'assouplir le tout, ou est-ce qu'il faut peut-être encore plus légiférer et avoir un cadre très précis qui couvrirait toutes les possibilités, toutes les situations? Non, pour moi, il faut être plus ouvert. C'est... Encore une fois, quand on tombe sur la limite de piste, quand je vois Hamilton qui se fait supprimer le temps en Q1, qui du coup, il était déjà éliminé quoi qu'il arrive, mais il se fait supprimer son temps, du coup il tombe 18 ou 19 sur la grille si je me trompe pas. Pour moi, les limites de piste, ça doit être quand même aussi étudié. C'est pas genre, on franchit la ligne, tout de suite carton jaune.
tant que c'est pas encore une fois démesuré et que le mec évidemment il arrive 20 km/h en plus au point de corde et que forcément il va aller au large, mais si le mec a fait l'effort et qu'il a bien freiné et en plus tous ces trucs là, la télémétrie on peut le voir parce que s'il gagne pas de temps, c'est ça, s'il gagne pas de temps et qu'à ce moment-là il a eu une petite glissade parce qu'il y avait une mini flaque d'huile laissée par une autre voiture qui l'a fait glisser, donc partir à l'extérieur. Donc on sait des limites de piste et on tombe souvent sur des quelques centimètres. Comme quoi la F1 à chaque fois c'est très peu. Il y a des situations où il faut se dire bon, on va peut-être mieux étudier et peut-être être un peu plus ouvert, plus sympa, et moins sanctionné, parce que à un moment donné on va tomber dans le truc moins dans limite de piste. Aujourd'hui ils ont 3 cartons jaunes, à partir du 3e c'est drapeau noir et blanc, ensuite pénalité de 5 secondes. Et à un moment donné on va se retrouver, je pense, avec des mecs qui en fait ils oseront même plus faire la bataille parce que ils vont se dire, même c'est Magnussen qui disait quand il prend sa pénalité, sa suspension après Monza, il dit pour le moindre contact, on prend 2 points. Pour la moindre, dès qu'on met les 4 roues, alors que c'est infime, on prend un track limite. Et derrière, on est un des pilotes qui sont les uns derrière les autres. Ça fait des trains-trains et personne ne s'attaque parce que les commissaires en moindre truc, ils jugent même pas. C'est poum, on te sanctionne. Ouais. En fait, c'est une question où il faut remonter, je pense, beaucoup plus loin encore. C'est pourquoi aujourd'hui, les limites de piste, ça fait déjà 5, 6, 7 ans que c'est un problème. Pourquoi il y a 20 ans, c'était pas un problème? Il y a plusieurs raisons. C'est qu'aujourd'hui, les circuits, tu as des parkings qui servent de dégagement. Quand à l'époque, c'était de l'herbe et du gravier. Tu as des pilotes qui aujourd'hui vont à la limite avec des voitures qui prennent les virages beaucoup plus vite qu'à une certaine époque aussi. Donc forcément, les limites de piste, ça devient un sujet. Et là où je rejoins Gonzalo sur le fait qu'il faut être plus ouvert, dans le sens où, pour moi, il faudrait limite les autoriser à aller sur le vibreur un petit peu à Austin. De toute façon, c'est très compliqué de rester dans la limite de la ligne bleue. Là où je serais un peu plus dur, ça serait sur les batailles comme on a eu avec Norris et Verstappen. C'est que les limites de piste, quand c'est sur un tour lancé ou un tour en course où t'as pas en bataille, ok. Les limites de piste quand t'es en bataille et que tu pousses un mec dehors, pour moi ça doit être plus strict qu'aujourd'hui. Là typiquement la pénalité elle aurait dû être automatique pour Verstappen pour moi. Comme elle l'a été quasiment pour Russell et pour Tsunoda. Pourquoi eux sont sanctionnés quand Verstappen n'est pas sanctionné? Là-dessus ça devrait même pas être sujet à interprétation. C'est tu sors un pilote de la piste, si toi-même t'es sorti de la piste, c'est pénalité. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, pour moi il faut qu'ils imaginent en course qu'il y a un mur à cet endroit-là, et que ce mur-là, quand tu es en bataille, tu dois pas le dépasser parce que sinon, tu le prends. Tu le fais prendre à ton adversaire avec qui tu batailles. Donc, c'est très compliqué parce que c'est un débat, je pense, qui sera éternel. On n'arrivera jamais à trouver une solution, sauf si on remet de l'herbe. Et on voit, il y a des circuits comme Monza, typiquement, où ça a plutôt bien fonctionné, où ils ont commencé à remettre des dégagements naturels, entre guillemets, et ça marche parce que ça dissuade aussi. Mais je pense que ça sera un éternel débat où il n'y aura pas de solution qui contentera tout le monde, en tous les cas. Et il faut, et c'est mon avis personnel encore une fois, que si tu pousses un pilote en dehors de la piste, il faut qu'il y ait une sanction qui soit à la hauteur un petit peu de la conséquence. Je sais qu'il ne faut pas franchement juger la conséquence de la pénalité, mais si on est trop souple, ça va permettre, ça ouvre la porte à plein de choses, ça va créer des jurisprudences. Et comme on disait tout à l'heure, si aujourd'hui un pilote, juste parce qu'il est devant à la corde, il peut se permettre de tout faire, là ça ouvre la possibilité à plein de choses qui seront pas bonnes pour le sport. Puis oui, puis je trouve que ça fait que les débats deviennent un peu étranges. Rappelez-vous en sprint entre Norris et Leclerc, ce moment où Charles Leclerc glisse complètement derrière Norris parce que Norris gare véritablement sa voiture sur le point de corde. Mais ça, c'est de la roublardise qui existe depuis 50 ans. Je vois pas pourquoi maintenant ça fait polémique. J'ai pas compris la polémique de ça, parce que Norris peut très bien défendre la corde, quitte à ralentir un peu plus. Mais ça devient polémique depuis l'Australie où Alonso se fait pénaliser parce qu'il a trop ralenti et Russell. Et c'est là où ça devient encore une fois, c'est le problème des jurisprudences, c'est du fait que les commissaires changent des fois de course en course et qu'il n'y a aucune régularité, que ça soit dans une même course ou entre les courses, sur les décisions. Parce qu'aujourd'hui, t'es totalement perdu. Comment tu sanctionnes un pilote qui fait ça? Est-ce que tu lui donnes 10 secondes? Est-ce que tu lui donnes rien? C'est très compliqué, et il faudrait un mec à la tête de tout ça
qui disent fait ok, toutes les courses. qui Déjà, fait toutes les courses, quitte à ce qu'il y ait des mecs qui changent autour de lui, parce que forcément il faut bien qu'il y ait aussi un peu des visions extérieures, mais il faut qu'il y ait quelqu'un, un peu à la manière d'un Charlie Whiting à l'époque, tu vois, qui contrôle déjà, qui pose les bases d'un truc en disant ok, on arrête les conneries, maintenant si un mec dépasse les limites de piste, s'il pousse quelqu'un en dehors des pistes, c'est 5 secondes et il n'y a même pas de discussion. Faut quelqu'un qui pose les règles et qui s'affirme, quoi, parce que la FIA, depuis que Charlie Whiting est plus là et qu'il y a eu tout l'épisode avec Masi et tout, c'est un bordel son nom. C'est devenu compliqué, c'est clair. Mais après, il n'y a plus cette personnalité de Charlie Whiting que tout le monde respectait. C'était c'est ça. Et on se rend compte, parce que rappelez-vous, il était critiqué, Charlie Whiting, pour beaucoup de ses décisions à l'époque, mais ça c'est quand nous étions plus jeunes et fringants. Et puis les gens se sont rendus compte, malheureusement à son décès, c'est toujours dans ce cas-là, mais qu'après, finalement, le paddock le respectait. Pourquoi ? Parce qu'il avait une vraie relation de confiance avec les pilotes, il avait une relation de confiance avec les team principals, tout ça, et voilà, c'était des choses importantes, et c'est vrai que depuis, la FIA a beaucoup de difficultés. Après, je peux vous rassurer, en MotoGP, ils ont un commissaire permanent, qui s'appelle pour l'instant Freddie Spencer, mais qui va être remplacé, qui fait l'unanimité aussi contre lui, cette fois-ci. Donc c'est encore différent, il a parfois pas les mêmes décisions de Grand Prix en Grand Prix. Moi, je voudrais juste, parce que je trouve que tu soulèves un bon point, Dorian, avec ces nouveaux circuits, et pourquoi on dépasse autant les limites de la piste. Quand est-ce qu'on s'occuperait de remettre, je ne sais pas, des vibreurs ? Ça peut être pas mal, des vrais vibreurs qui te ralentissent quand tu passes dessus un peu trop. Pas qu'être ralentissent, qui te propulsent après, voilà. Oui, mais ça, c'est des bacs à gravier, des petites, des petits bouts de pelouse, comme on a des trucs qui au moins te font ralentir. Ou le pilote, à un moment donné, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que ils voient qu'ils peuvent aller quasiment à la limite des limites de piste et pas perdre de temps, limite en gagner. Les pilotes, dès que tu leur mets des bouts de gazon, des graviers autour, juste à côté des vibreurs et des limites de piste, ils la touchent une fois, ils partent en tête à queue ou ils se font une belle frayeur. Le tour d'après, Imola a fait, et qu'on salue énormément, c'est qu'ils sont revenus un peu à une configuration à l'ancienne, en mettant beaucoup plus de bacs à gravier aux sorties de toutes les chicanes. Et cette année, on l'a vu, soudainement, il y a eu moins de limites de piste. En Autriche, on l'a vu, l'année dernière, c'était un scandale, parce qu'il y avait eu 70, 80 après l'arrivée et tout. Et cette année, il n'y a quasiment pas eu de mémoire de pénalité, ou peut-être une, pour des dépassements de limite de piste. Et ça a très bien fonctionné. Et pour moi... La solution, elle est là, elle est toute bête, finalement. C'est ça. Après, Austin, c'est un circuit moderne, il n'a pas été fait pour qu'il y ait de l'herbe ou du gravier sur les extérieurs. Oui, mais ajouter... ça se fait. Ajouter un petit gravier comme ils ont fait à Monza, ils ont la taille, sur les chicanes. Oui, ça devrait le faire quand même. Au lieu qu'ils resurfacent la piste tous les ans parce qu'il y a des bosses et qu'ils l'ont construit sur un marécage, parce que ils pourraient aussi investir là-dedans. Je pense que ça ferait du bien, parce que en plus c'est dommage, parce que c'est un circuit que j'aime beaucoup et qui est très apprécié. Il est extraordinaire, ce circuit, il offre du spectacle, il est très impressionnant sur tout ce premier secteur, mais il y a toujours ce problème là de ce virage 12, du virage 15, où les gens peuvent partir à 10 mètres à l'extérieur de la piste et pas être inquiétés. Mais au-delà de ce que tu dis, c'est qu'ils peuvent investir. Moi je pense que les patrons du circuit d'Austin, ils ont aucun problème à investir. C'est juste que pour moi, Liberty Media et la F1, à un moment donné, il faut qu'ils disent: on va t'imposer ça pour que tu restes au calendrier, tu vois, pour qu'on ait des courses où c'est propre, où il n'y a pas les problèmes de limite de piste à répétition. Pour moi, il faudrait qu'à un moment donné, la F1 et Liberty Media, avec Domenicali et compagnie, ils se disent: on y va les gars, maintenant on va leur imposer à tous les circuits qui sont sur place, sauf ceux qui ont des murs comme Monaco, Jeddah et tout ça, on va mettre des bacs à gravier. Et on verra que ça ne sera pas la même chose. Et encore que même les circuits en ville, je mets des guillemets, parce qu'on rappelle que maintenant on peut avoir des circuits en ville comme Bakou, Jeddah ou Las Vegas, où on a des limites de piste. On a eu quelques fois ce cas-là, ce qui est complètement fou, parce que désormais, des fois on dit on va mettre la ligne blanche 3 mètres avant le mur, comme ça on met un grand vibreur dessus, mais voilà, il suffit juste de dire non, la limite de piste c'est le mur, si tu vas dedans, tu vas dedans, si tu vas pas dedans, bravo à toi. Donc peut-être qu'il faut légiférer là-dessus. Je terminerai avec une note de sagesse qui est importante. Toujours cette pensée à une course d'IndyCar à Toronto où les pilotes décidaient de couper à l'intérieur d'un vibreur parce que le vibreur était justement trop peu dissuasif.
et que l'IndyCar au bout de deux tours de course a dit bon bah écoutez, on peut pas mettre des track limits à tout le monde, donc faites ce que vous voulez. Est-ce que finalement la vérité ne viendrait pas de là? Je ne sais pas. En tout cas voilà, ça va sûrement encore faire longuement polémique également peut-être dans ces derniers Grands Prix de la saison. On n'est pas à l'abri que McLaren fasse droit de révision, mais bon. Mais je sais pas quelles seraient les nouvelles preuves là effectivement. Voilà, c'est ça a pas l'air peut-être. d'être la tendance, parce que Stella a dit que c'était pas quelque chose qu'ils allaient vraiment contester. Voilà, ils assument, en tout cas, ce qu'on peut ne pas reprocher à McLaren et Norris, c'est qu'ils assument et ils avalent un peu la douloureuse, on va dire. Mais c'est là où, bon, c'est respectable de la part de McLaren, parce qu'il y aurait beaucoup d'équipes qui auraient sûrement gueulé par rapport à cette pénalité. Alors nous allons maintenant répondre à vos questions. Donc voilà, on va mettre un petit peu de côté bien sûr les limites de piste. Première question, pourquoi les limites... Oh non, rassurez-vous, ça n'est pas le cas. Vous nous aviez posé des questions avant le départ du Grand Prix, donc vous ne pouviez pas savoir. Ou si jamais vous saviez à l'avance que ça allait se passer comme ça, vous pouvez évidemment me joindre par mail pour les numéros du loto, mais ça on verra ensemble bien sûr. Première question qui vient de Paul DRJ qui nous dit: comment voyez-vous le futur de Fernando Alonso en Formule 1? Moi je dirais long. J'ai l'impression qu'il ne veut pas s'arrêter. En plus, là, t'es entouré de fanboys d'Alonso, donc... Le plus long possible, mesdames, messieurs, on vous le dit. Bah, sur le papier, on est sur 2 années de contrat supplémentaires, 2025-2026. Bah, techniquement, c'est un contrat, comme disent les Anglais, multi-year, pluriannuel. Tout à fait. Donc, c'est au moins 2 ans, déjà. Mais bon, Alonso a quand même répété que c'est 2026, et pour le moment, et pas plus, et qu'il verrait ensuite. Et comme on le voit, en tant qu'admirateur depuis tout petit de Fernando, j'ai envie de dire que j'ai envie de rêver, parce que il y a Adrian Newey qui arrive l'année prochaine, nouvelle réglementation en 2026, nouveau moteur, mais on commence à ressentir ce coup de fatigue qu'on avait vu 2017, 2018. Dès que ça va un peu moins bien avec la voiture, il est plus trop dedans, il n'hésite pas, on l'a vu avec Lawson ce week-end, très très nerveux. L'aigreur vis-à-vis de Lawson était quand même très forte. Oui, j'avoue que... On a ce côté du papy fait de la résistance, il veut pas se faire bousculer par les jeunes qui arrivent. Mais oui, on sent en tout cas qu'il a envie que la saison se termine, ça c'est sûr et certain, vivement 2025 et pourquoi pas 2026, parce que d'après ce qu'il disait récemment, c'est que 2025 allait être la continuité de 2024. Ouais. Comme on peut le voir, et on rêve, tous les fanboys, on rêve d'un 3e titre évidemment, mais ça commence à paraître compliqué, on sent qu'il commence à accuser le poids de l'âge, le Fernand. C'était un long week-end, week-end, on l'a vu... Il partait 7ème, il termine 14ème, si je dis pas de bêtises, il se fait dépasser de tous les côtés. Non mais là Aston Martin aujourd'hui est dans un creux véritablement. Voilà, et d'un autre côté, on a Lance Stroll qui fait pas mieux, qui part en tête à queue, qui part dans les graviers. Aston Martin, c'est très dur la fin de saison pour Alonso, et pour Alonso, on sait que il joue beaucoup à la motivation par rapport à la dynamique de son équipe. Toute sa carrière, ça a été comme ça. Quand c'était chez Renault en 2008-2009, c'était comme ça. Chez Alpine, évidemment, c'était pareil. C'est des cycles de 2-3 ans avec Alonso en général. Donc là, ça va être intéressant de suivre la fin de saison déjà cette année. La saison prochaine, si on continue. Alors après, si on continue comme ça, après il y a Newey qui arrive, donc forcément ça va le remotiver un petit peu, notamment en 2026. Donc je pense que ça va il va trouver un petit peu de patience là où chez Alpine typiquement il y avait pas de patience à trouver parce qu'il y avait pas de projet. Ça. Là il y a un véritable projet, donc je pense qu'il va être assez patient. Mais c'est vrai que là ce week-end, j'ai pas retrouvé le Alonso qu'on a l'habitude de voir, fougueux, tenace et tout. Et l'énervement qu'il montre dans le paddock, c'est un petit peu symbolique des difficultés qu'il a et que Aston Martin a en cette fin de saison. Il a aucun intérêt à aller emmerder, à aller embêter Liam Lawson, c'est son premier Grand Prix et ça fait, je suis désolé de dire ça, mais ça fait un peu vieux con de faire ça. Non mais après je peux comprendre une chose. C'est compliqué d'être patient quand il y a 24 Grands Prix dans la saison et qu'on sait que sur 24 Grands Prix on va pas faire des performances exceptionnelles. Il sortait de 1 mois de vacances. Donc... Voilà, c'est vrai, il a pu se reposer, peut-être que ça s'est mal passé, voilà, peut-être qu'il y a eu un petit truc qui est pas allé, il était pas en forme le Fernand.
Baleno35 qui nous demande est-ce que la fin de saison est pliée avec le retour de Red Bull aux affaires. Alors, effectivement, question posée, pour être tout à fait honnête, après le sprint, après la victoire de Max Verstappen samedi. Bon, on a retrouvé finalement sur le Grand Prix, les qualifs, un rythme qui était plutôt similaire à ce qui s'était passé avant cette petite pause. Mais bon, est-ce que la fin de saison est pliée, oui ou non ? En cœur, on le fait en cœur ou pas? Parce que moi, je peux pas dire oui. Dans le sens où si fait un abandon et que Norris gagne, ça fait 25-0. Voilà, c'est ça. Mais on le c'est dit vrai depuis que l'Autriche et c'est toujours pareil. Déjà. À la régulière, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'accrochage, s'il n'y a pas d'abandon, oui. Verstappen, aujourd'hui, il finira à chaque Grand Prix dans le top 5. Norris, il devait gagner toutes les courses à partir de d'Austin pour espérer être champion. Il gagne ni le sprint ni le Grand Prix. Il y a 5 perd des points sur Verstappen sur l'ensemble du week-end. Ouais, c'est ça. Donc là, 57 points, 5 Grands Prix de sprint. Ça va commencer à être très très chaud. Là, il faut que. Ça fait plus de 10 points par week-end quand même. Il faut que Norris espère vraiment une mésaventure pour Verstappen. Il faut qu'il gagne à chaque fois et que Verstappen finisse au mieux 3ème. C'est ça. Ouais. Et quand on voit que le rythme de Ferrari aujourd'hui, on se dit qu'en fait, Ferrari limite peut aussi gagner des courses. Et que Norris, il va... Sous la menace de Leclerc, indirectement aussi. Il y a 22 points. Ouais, ça, et Ferrari joue crânement sa chance, parce qu'au championnat constructeur, ils sont qu'à 48 points de McLaren. Il peut gagner le titre donc, encore constructeur. En fait, Ferrari, c'est plus que des arbitres, c'est de véritables acteurs dans la course au titre aussi. Non, clairement. On rappelle, si je dis pas de bêtises, le dernier titre constructeur de Ferrari, c'est 2008, celui de McLaren, 98. Donc autant vous dire qu'on est pas mal, en termes d'attente pour ces deux équipes. Et enfin une question de Q3 Belgium qui nous dit les évolutions de l'A524 semblent intéressantes, non? Alors déjà je trouve que l'évolution d'avoir peint la voiture aux couleurs de McLaren, c'était bien, au moins voilà, ça vient peut-être de là. Non mais c'est vrai que Pierre Gasly fait un beau week-end. Très bon week-end plombé par cet arrêt totalement raté. 6 secondes 9 si je me trompe pas, donc allez on va dire 4 secondes de plus qu'un arrêt habituel. Il ressort derrière Magnussen qui s'est arrêté un tour plus tôt. Enfin, tout s'est mal tourné. Derrière le trafic et l'Alpine a du mal à dépasser les autres voitures. Elle n'a pas le moteur. Le moteur. Un petit peu en dessous, ouais, non, clairement. Donc voilà, un espoir de 6ème, 7ème, voire 8ème place plombé par cet arrêt et forcément derrière la pénalité de 5 secondes. Mais dans l'ensemble, elle a semblé bien marcher, l'Alpine. En tout cas, elle a fait un bon pas entre la journée sprint, les séances sprint, que ce soit la qualif et la course, et ensuite de passer à la qualif du Grand Prix et le Grand Prix. Donc il est passé en Q3 à la régulière pour le coup. Oui, c'est ça, c'était vraiment. Après, il a été aidé par le départ des stands pour gagner une place, et départ des stands de Russell. Ouais, mais une Alpine en Q3 déjà, c'était un bon. Mais dans l'ensemble, Alpine n'a pas trop détaillé les nouveautés, mais qui était que sur la voiture de Gasly. Donc peut-être là se justifie l'écart avec Ocon, mais ça avait l'air de marcher. Pourquoi pas finir à l'année avec petite surprise. Ouais, quelques points, ce serait pas mal. J'espère pour eux. En tout cas, c'est vrai qu'avec le comparatif avec Ocon était assez affligeant ce week-end, donc c'est très prometteur. Voilà, ça prouve peut-être que la voiture était bien plus rapide. Voilà. Après les points, ça me semblait un petit peu optimiste parce que derrière il y avait Russell, Perez qui ont des voitures plus rapides. Je dis pas que les pilotes sont forcément plus rapides, notamment pour Perez, mais qui sont censés avoir des voitures plus rapides. Les As ont vraiment eu un rythme très impressionnant. Colapinto, évidemment. évidemment. Comment oublier Colapinto? Même s'il part en Hongrie, c'est une menace. Ouais, même si l'arrêt au stand n'avait pas été raté, même s'il n'avait pas eu la pénalité, je sais pas si Gasly à la régulière allait terminer dans le top 10. Techniquement, sans la pénalité, termine. Ou je dis une bêtise. Non, il se fait dépasser par Colapinto avant. Termine 12. Oui. Mais termine 12 on l'a vu après son arrêt. Il est sorti 3-4 secondes derrière Magnussen et 5 tours plus tard, il était déjà à 6-7 secondes de Magnussen. Donc en fait, il n'avait pas le rythme non plus des As. Les As qui ont une très belle vitesse de pointe, donc je pense que il n'aurait pas tenu longtemps. Et pour terminer cette émission, vous commencez à avoir l'habitude de ces petits jeux et vous le savez, de mon côté, Jérémy Satis, quand il présente l'émission, prépare des questions, on sent vraiment le côté Julien Lepers, on sent vraiment l'homme de jeu. Moi, écoutez, je regarde simplement le calendrier, je vois que nous sommes le 21 octobre quand nous enregistrons ça. Écoutez, on va reprendre un ancien Grand Prix. Alors, j'aurais voulu vous faire Brésil 2007, mais on a déjà fait la saison 2007, donc c'est un petit peu facile, vous voyez. Alors que Japon 90, par exemple, le 21 octobre 90, ça c'est quand même beaucoup plus drôle.
Alors, j'indique juste à nos auditeurs que ni Gonzalo, ni moi, et ni toi, Michael, étaient nés en 1990. Ah oui, mais autant vous dire que là, c'est très mal barré Donc pour là, vous. Michael pas loin quand même. Hein. Attention, toi, si tu as des points en plus, va falloir commencer à me brosser dans le sens du poil. Ouais. Donc là, ça va être compliqué, là. Il y a des pilotes que vous connaissez. Oui, clairement. Non, mais on va C'est pas partir par les plus évidents. Allez, Dorian, vas-y. Alors, on va dire Senna, Voilà, évidemment. abandon. Prost. Abandon, le même abandon, hein, le même accrochage, le départ, tout ça, vous connaissez, Japon 90, c'est connu. Berger. Tout à fait, abandon, tête à queue. Jean Alési. Abandon. Alors, techniquement, même non partant, pour cause de douleur. Mais bon, il était qualifié pour le Grand Prix. Nannini. Alessandro Nannini, est-ce qu'il était là? Je regarde, et non. Aïe, Et aïe, non, aïe. il gagne l'année d'avant, mais il n'est pas présent en 90. Je peux te donner peut-être quelque chose qui va t'aider, Non. Gonzalo. Sache que Mm. tous les pilotes qui restent ne sont plus en F1 aujourd'hui. Ah, il n'y a pas Alonso donc. Il n'y a pas Alonso. Mince. De pas loin, mais il n'y a pas Alonso. Ouais, pas loin. L'ami Damon Hill. Et non, Ah bon? Damon Hill commence en 92. Ah là là Ah là là. Bon, Je vous laisse 2 fautes quand même parce que je suis gentil. allez, pas 13. Oui, qui finit 4ème d'ailleurs, pas 13, hein, tout à fait. Ricardo Patrese, chez Williams. Je réfléchis. Hein. Mais bien sûr, non, mais c'est... vous en faites pas, hein, on va couper tout ça au montage. Vous avez l'impression qu'ils vont Ah, tac au tac. 90. Nigel, le moustachu? Et oui, Nigel Mansell. Ah oui. Abandon, hein, et sur 2 milliards d'euros. Il y en a un qui a fini la course ou... Écoute, ils sont 10. Ouais. Avoir fini, c'est pas mal. Est-ce que le japonais Suzuki, c'est pas là où il fait le podium ou... Si, Ah. 3ème à Gori Suzuki à domicile avec la Lola Lamborghini. Voilà. Incroyable. 90. On continue, allez. Eddie Irvine? Non plus. Aïe, C'était 93 Irvine. La prochaine est éliminatoire d'Orient. Piquet. Lequel? Bah, le père, Nelson Piquet. Je sais pas, ça aurait pu. Je sais même pas si le fils était né. Si, quand même, si, parce qu'il aurait été très jeune sinon. Mais il a gagné, Nelson Piquet. ce Ah, Grand Prix. bon, bah, nickel. Alors. Il a gagné. C'est vrai, ouah, c'est pas facile. Hein. Même en pilote français. Hein, c'est Il compliqué. restait qui alors? Alors là, pour vous dire, il restait Roberto Moreno, Ok. l'équipier de Piquet qui fit 2ème. Thierry Boutsen. Ah ouais. Je ne vais pas mal le prendre, mais bon, que voulez-vous, on oublie le Les Belge, amis de la évidemment. Belgique. 3 victoires en Grand Prix. Satoru Nakajima chez Tyrrell, Nicolas Larini, Pierluigi Martini, Alex Caffi. Je n'invente personne, hein, rassurez-vous. Philippe Alliot, 10ème avec la Ligier. Derek Warwick dans la Lotus avec son équipier Johnny Herbert, Michele Alboreto, Emanuele Pirro, Eric Bernard, Gianni Morbidelli, Ivan Capelli, Andrea De Cesaris, Mauricio Gugelmin, David Brabham et Stefano Modena. Ok, il y avait quelques noms quand même qu'on aurait pu... Qu'on voit au minimum, mais c'est vrai que c'est Prochaine fois, compliqué. faisons les années 70. Ah ouais. Exactement. Un petit Silverstone 50 pour Bah le oui, prochain, voilà. je pense que ça peut être sympa. Écoutez, c'est important de montrer qu'il y avait de la F1 avant Drive to Survive, je trouve ça important. Mais c'est vrai que on aurait galéré, je pense que tout le monde aurait galéré, là, même on aurait même pu demander à quelques-uns dans la rédaction qui connaissent un peu plus que nous en histoire, mais 10 là... 000 pilotes italiens, on se croit en MotoGP là. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup les Italiens en 90, c'était assez étonnant. En français, on avait aussi Olivier Grouillard et Yannick Dalmas, mais qui ne s'étaient pas qualifiés. Voilà, D'accord. sachez-le, avec leur Ozella ou autre AGS. Voilà, ça ce sont des noms qui fleurent bon les années 90. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Hot Lap. On espère que ça vous a plu. Évidemment, hein, n'hésitez pas toujours à rester fidèle à Auto Hebdo, que ce soit le site où on vous publie évidemment les informations tous les jours, mais aussi le magazine le lundi soir à 20h en version numérique et le mercredi dans les kiosques. Merci Dorian, merci Gonzalo. Merci à toi Michael. Merci à toi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, ce week-end, c'est le Grand Prix du Mexique. À bientôt, ciao ciao. Ciao ciao.